Bonjour, c'est Léa et Azélie, les deux voix de l'épisode. Bienvenue sur le podcast Paroles de patrimoine. Ici, on vous donne les clés pour observer et comprendre les patrimoines de vos territoires. Ensemble, on vous embarque dans nos explorations pour vous faire découvrir notre définition du patrimoine et décrypter les notions qui gravitent autour. Pour cette nouvelle saison, nous vous embarquons découvrir des parcours de vie inspirants en partageant notre micro avec celles et ceux qui ont choisi le patrimoine et la culture comme voie professionnelle. L'objectif de cette saison 3, vous partager les coulisses de notre patrimoine tout en vous partageant des recommandations de visite et des outils pratiques pour que vous puissiez vous aussi creuser les sujets que nous allons aborder et explorer le patrimoine qui vous entoure. Retrouvez-nous chaque mois avec ce nouveau format collectif pour découvrir de nouveaux récits. Bonjour à toutes et tous, c'est Léa au micro de ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de patrimoine, mais de matrimoine. Pour connaître un peu plus d'informations sur cette notion, nous avons invité Joy Rivaud, historienne et archéologue spécialiste de ce sujet. Nous avons discuté avec elle de cette notion, du lien entre l'histoire et notre société actuelle, du mouvement féministe, mais aussi nous avons pu couvrir l'histoire de 4 femmes exceptionnelles qui ont, à leur manière, à leur époque, à leur échelle, marqué l'histoire avec un grand H. On vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle chronique, dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour Joy, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, bonjour. Merci Azélie, merci Léa pour cette invitation. Je suis vraiment très contente d'être là. Alors, je m'appelle Joy Rivaud, je suis historienne et archéologue et j'étudie l'histoire de la Grèce antique et l'histoire des femmes et du matrimoine de manière plus globale. D'accord, vaste sujet d'études. Effectivement, on a une question d'habitude qu'on aime bien poser à nos invités. Selon toi, c'est quoi le patrimoine ? Et dans un second temps, du coup, selon toi, qu'est-ce que c'est le matrimoine ? Alors pour moi, le patrimoine, je le résumerai en disant que c'est l'ensemble de l'héritage culturel, matériel et immatériel transmis par les hommes. Et donc le matrimoine, c'est tout simplement l'héritage culturel qui est issu des femmes. Ok, et du coup en quoi c'est complémentaire ? Parce que c'est vrai qu'on entend parler de patrimoine dans le langage courant, et pourquoi cette notion de matrimoine ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment elle est apparue ou pourquoi c'est important de la prendre en compte et de faire le lien avec le patrimoine ? Je pense que c'est très important de distinguer ces deux mots parce que selon moi les mots ont vraiment un sens, une symbolique qui peut être très forte et surtout le pouvoir de rendre les choses réelles en fait. Donc parler de patrimoine et de matrimoine, c'est vraiment une manière de promouvoir l'égalité des genres, là sur un plan culturel, et aussi du coup de rendre visibles les œuvres des femmes à côté de celles des hommes. Parce que du coup, quand on parle d'une œuvre d'une femme ou d'une action d'une femme dans l'histoire, on a tendance à mettre aussi patrimoine comme mot pour tout. Et en fait, on peut utiliser le mot de matrimoine pour se dire c'est une femme qui a fait cette action ou qui a eu un impact sur l'histoire. Donc du coup, là, on utilise ce mot de vocabulaire en fait. Exactement. Ok. Du coup, cette notion de matrimoine, on n'en entend pas forcément trop parler, mais depuis quelques temps, ça revient un peu au goût du jour. Est-ce que cette notion, elle est récente ou pourquoi elle a refait surface ? Alors en fait, le mot de matrimoine, effectivement, comme tu l'as dit, il a été réintégré assez récemment, notamment par les mouvements féministes dans la langue française, en particulier dans les années 90, à partir des années 90. Mais en fait, ce qui peut paraître surprenant, c'est que c'est pas du tout une invention récente. Le mot, il existe déjà au Moyen-Âge. Okay. Et au départ, il désignait ce qui était hérité de la mère, en fait, tout comme le mot patrimoine, au départ, il désigne ce qui vient du père. Et par extension, le sens de matrimoine a en fait été calqué sur l'usage qu'on fait aujourd'hui du mot patrimoine, c'est-à-dire on a étendu le terme de patrimoine, c'est plus simplement ce qui est hérité du père, c'est vraiment toutes les productions, tout un héritage culturel qui est hérité des hommes. Et maintenant, là récemment, on a décidé d'utiliser, donc quand je dis on, c'est surtout, ça a été lancé par les féministes, elles ont décidé de réintégrer ce mot dans le langage courant, au même
même titre que patrimoine, en fait, tout simplement. Il y a vraiment cette volonté de se dire que le patrimoine, ça regroupe tout, mais ça permet de remettre la femme dans son contexte historique, finalement, en utilisant le mot qui est adapté. Exactement, parce que quand on regarde l'étymologie du mot patrimoine, c'est vraiment lié à la question du père et donc des hommes. Et donc là, il y a vraiment une volonté de rendre, d'utiliser un langage inclusif. Il y a effectivement le patrimoine et le matrimoine, et c'est deux notions qui peuvent tout à fait être utilisées ensemble, en fait. Oui, ça permet de remettre aussi la femme sa place dans l'histoire, puisque finalement, en fait, on a beaucoup Exactement. invisibilité des actions. On en parlera un peu plus tard dans l'épisode sur certaines femmes, femmes, hommes, importantes de notre histoire. Et du coup, ça fait vraiment sens d'utiliser ce mot qui finalement n'est pas du tout dans le langage courant. Au tout début, quand on a présenté la thématique, quand j'ai présenté la thématique à Azélie, elle m'a complètement demandé ce qu'était le matrimoine. Et je pense que d'autres personnes, et sûrement nos auditeurs ou auditrices, n'ont pas forcément entendu ce mot ou ne sont pas familiers avec ce mot. Et ça fait sens en fait dans la question de désinvisibiliser invisibiliser la place de la femme dans l'histoire, parce qu'elles ont eu aussi un rôle finalement. Oui, et puis c'est aussi un mot quand on tape, quand on fait des recherches sur Google ou même quand je fais des documents sur Word, généralement l'ordinateur me corrige et il change en patrimoine. C'est pour dire c'est vraiment un mot qui est pas utilisé encore dans le langage courant. Mais c'est Ouais. un mot du dictionnaire, il est reconnu par la langue française. Oui, Ok. oui, oui, bien sûr. Pour compléter un peu ta présentation, aujourd'hui on va parler de ta spécialité, donc le matrimoine, à travers les femmes qui ont dû se déguiser en hommes pour exercer leur métier. Mais comment tu en es arrivée à ce sujet et pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet? Quel est ton parcours un peu? Alors j'ai un parcours un peu atypique. Au départ, j'ai une formation en lettres classiques. J'ai travaillé dans le cadre de ma thèse de doctorat sur les pratiques cultuelles dans la Grèce antique, donc les religions polythéistes en fait. Et je me suis rendu compte que la religion dans la Grèce antique et dans l'Antiquité de manière générale, c'est vraiment le seul domaine au sein de la cité grecque où les femmes ont pu occuper des fonctions civiques au même titre que les hommes. Et c'est vraiment le seul domaine où elles ont joué un rôle central, alors qu'elles sont d'habitude exclues de fonctionnement de toutes les autres sphères institutionnelles en fait. Et j'ai toujours trouvé assez fascinant ce décalage, c'est-à-dire à quel point une femme dans l'Antiquité grecque pouvait avoir du pouvoir dans l'enceinte d'un sanctuaire. Elle pouvait devenir prêtresse par exemple, vous connaissez sûrement la Pythie à Delphes, qui est vraiment une icône, hein, même déjà dans l'Antiquité. Et certains cultes étaient même réservés exclusivement aux femmes. Et en même temps, les femmes étaient complètement dépourvues de tout statut civique en dehors du sanctuaire, puisqu'elles ne peuvent pas être citoyennes en fait dans la Grèce antique. Et donc j'ai trouvé toujours assez intéressant ce décalage-là. Je me suis posé des questions du coup sur la place des femmes, d'abord dans l'Antiquité puisque c'est ma spécialité, et puis après j'ai étendu mes recherches. Et j'ai toujours trouvé intéressant de constater que quand une femme sort du cadre en fait qu'on lui impose, ça peut être par ses actions, ses idées ou par les vêtements qu'elle porte, hein, on va en discuter, et que son nom reste gravé dans la mémoire collective, on a tendance à considérer que du coup c'était une femme extraordinaire. Et là je parle pas uniquement de l'Antiquité. Et en fait, je trouve que c'est oublié que beaucoup de femmes ordinaires et anonymes, ou tout simplement qui ont été invisibilisées, ont aussi fait l'histoire. Et en tant qu'historienne, mon travail, c'est quand même de rapporter les faits avec objectivité et inclusivité. Et donc c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée à l'histoire des femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de consacrer mon travail à valoriser les femmes dans l'histoire, à valoriser le patrimoine. C'est vraiment pour redonner une voix à celles qui ont été, à mon avis, hein, injustement marginalisées ou effacées, on disait invisibilisées de l'histoire commune. Et vraiment là, dans mon travail, l'idée, c'est pas du tout de féminiser l'histoire, mais au contraire, c'est de proposer une justice et un rééquilibrage historique, un peu comme ce qu'on disait sur la question de matrimoine et patrimoine en fait. Ouais, c'est hyper intéressant du coup de remettre en contexte tout ton cheminement de pensée qui finalement en fait est aussi peut-être le parcours de tout à chacun aussi sur la place de la femme. On a tous aussi ce petit à petit, enfin
toutes et tous, j'espère aussi, ce cheminement sur quelle est notre place dans la société, ce qu'on a envie de faire, nos engagements. Et, euh, et je trouve que c'est très important ce que tu dis sur le but n'est pas de féminiser l'histoire, mais juste de remettre les choses à leur place. Et c'est essentiel, je pense, de faire ça. On n'est pas en train de se dire les femmes, on a fait l'histoire et pas les hommes. Et je trouve que voilà, on est deux sexes qui ont, je sais pas si on dit ça, mais qui ont fait l'histoire quand on est deux à la base dans l'histoire. Oui, et puis les femmes représentent la moitié de l'humanité, donc c'est pas un détail, les femmes sont pas un détail de l'histoire quand On n'est même. pas juste là à côté pour cuisiner, quoi. Voilà, exactement. Je voulais rebondir, c'est vrai qu'on l'a pas posé dans les questions, mais comment tu agis, toi, justement, sur le côté histoire? Tu disais que tu en faisais ton métier. Comment tu mets en place, justement, ça, tes recherches? Comment tu les transmets? Comment tu travailles? Essentiellement, donc j'enseigne, notamment à l'université de Bordeaux. Alors après, dans le cadre de l'enseignement universitaire, on a des programmes préétablis, donc il y a pas de liberté pédagogique, enfin pas beaucoup. Donc j'essaie quand même d'intégrer les femmes à ces programmes. Encore une fois, c'est pas un détail de l'histoire, mais c'est surtout à travers des conférences. C'est quand même l'essentiel de mon activité. Je donne beaucoup de conférences. Et je fais de la création de contenu aussi, donc j'écris des articles, notamment pour des magazines historiques ou archéologiques. Et puis j'ai aussi un blog, mon propre blog, qui évidemment porte sur l'histoire des femmes. Je n'y parle quasiment que des femmes. Dans toute l'histoire, encore une fois, c'est pas que sur l'Antiquité, même si il y a bien la moitié des articles qui portent sur cette période-là, puisque c'est ma période de spécialité à l'origine. Et après, les sujets que j'aborde, c'est vraiment au feeling, en fonction de mes lectures. En fait, je fais aussi partie d'un club de lecture féministe, donc je suis amenée à découvrir des choses. On étudie aussi l'histoire des femmes du féminisme, et donc ça me fait découvrir des nouvelles personnalités aussi, des nouveaux personnages. Et donc c'est vraiment au feeling, en fonction de l'actualité, en fonction des inspirations du moment, en fonction du public avec lequel je vais travailler. Je vais plutôt travailler sur une histoire locale. J'habite en Suisse. Donc par exemple en ce moment, je travaille beaucoup sur les sorcières, la chasse aux sorcières en Suisse. Donc c'est vraiment, ça dépend de plein de choses en fait. C'est génial parce que c'est exactement le thème, la chasse aux sorcières et les sorcières. C'est le thème de l'épisode du mois d'avant. Donc, enfin, voilà, ça se continue bien. Donc, si les auditeurs ou les auditrices, vous tombez sur celui-ci d'épisode et que vous n'avez pas écouté l'épisode sur les femmes sorcières, il y a des choses qui se renvoient aussi quand même beaucoup sur la question de la femme dans la société. Ouais, c'est très intéressant. C'est un sujet fascinant. Rentrons dans le vif du sujet, qu'en pensez-vous? Du coup, cet épisode, pour parler du matrimoine, on pourrait parler de plein de choses. On a décidé de l'axer sur les femmes déguisées en hommes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette thématique un petit peu plus en détail par rapport à cette notion de matrimoine? Oui, alors je trouve que c'est un sujet assez intéressant, enfin une façon d'aborder l'histoire des femmes de façon intéressante, parce que on peut se demander pourquoi les femmes, certaines femmes ont éprouvé le besoin de s'habiller en homme, en fait, et ça on le voit en plus à toutes les époques. Et je pense vraiment que c'est pour se sentir libre, en fait, être libre de faire des études, d'exercer le métier qu'elles auraient voulu exercer, de mener tout simplement la vie de leur choix. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les femmes ont toujours été, et le sont encore, hein, les femmes sont empêchées par tous les moyens, et souvent on les réduit à des fonctions maternelles et domestiques. Ce qu'on constate aussi dans l'histoire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les femmes ont toujours réussi à sortir du cadre et des normes qu'on leur a imposées, et ça à toutes les époques vraiment. Et on voit bien que certaines femmes l'ont fait en réussissant à assumer qui elles étaient, c'est-à-dire en pouvant garder leur nom et sans se travestir. Mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que c'est pas toujours possible, et c'est même parfois très dangereux pour elles ou pour leurs proches
beaucoup de femmes sont mortes en voulant assumer ce qu'elles étaient. Et là, du coup, je pense encore une fois aux sorcières, hein, par exemple. D'autres femmes, du coup, ont préféré se cacher derrière des vêtements ou des pseudonymes masculins, voire faire ce qu'elles avaient envie de faire, mais qui leur était interdit, en fait. Donc on a voulu cacher ces femmes-là, ou en tout cas faire que ces femmes étaient plus des hommes que des femmes. C'est des femmes qui ont choisi de... Alors c'est difficile de généraliser parce qu'il y a vraiment plusieurs exemples, mais ce qu'on peut observer dans l'histoire, c'est globalement c'est des femmes qui ont choisi de s'habiller en homme, de se déguiser pour pouvoir exercer un métier qui était interdit aux femmes, accéder à des études, enfin il y a tout un tas de situations, se faire un nom dans la littérature par exemple, tout le monde connaît George Sand, et puis à des époques plus récentes, si on regarde autour du XXe siècle par exemple, il y a aussi des femmes qui n'avaient pas envie de s'habiller en robe, je vais en parler aussi, mais le vêtement, il y a des contraintes quand même qui sont liées au port du pantalon qui était illégal pendant très longtemps, hein, jusqu'en 2013 quand même, pour les femmes. Et donc, certaines femmes avaient tout simplement envie de s'habiller comme des hommes, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de travestissement? Puisqu'aujourd'hui, en tant que femme, c'est pas parce qu'on porte un jean qu'on se sent habillé comme un homme finalement. Donc il y a plusieurs degrés de travestissement en fait. Alors, moi, je pense que ce genre de comportement, rentrer dans le détail, on pourrait dire que c'est cette espèce d'acharnement à exclure les femmes, à les invisibiliser ou à les décrédibiliser. De manière générale, hein, dans tous les domaines, hein, on le voit, ça. Moi, j'ai l'impression que ça montre que les hommes se sentent menacés par les femmes, c'est-à-dire par leur intelligence, leur pouvoir et leur puissance. Et du coup, les femmes ne sont pas libres d'être qui elles veulent réellement dans nos sociétés, notamment parce que nos sociétés sont profondément patriarcales. Et du coup, ces femmes-là doivent se faire passer pour un homme, pour se réaliser ou juste pour se protéger. Et ça signifie aussi, je pense, que dans l'inconscient collectif, les femmes seraient moins capables que les hommes dans tous les domaines intellectuels, artistiques, scientifiques, sportifs. Et c'est encore des choses qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et c'est quand même assez hypocrite de se dire qu'avec un simple déguisement, pour cacher en fait son genre, le déguisement suffirait à donner de la crédibilité et de l'intelligence aux femmes, alors qu'on voit bien qu'elles sont, on voit bien dans l'histoire qu'elles sont tout aussi capables que les hommes et qu'elles aussi ont fait l'histoire et qu'elles ont réalisé des chefs-d'œuvre au même titre que les hommes finalement. Pas un super pouvoir du pantalon quoi. Ben non, c'est-à-dire que c'est bien pratique, c'est plus pratique effectivement pour faire certaines activités. Par rapport à ça, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner? Est-ce qu'on pourrait aller creuser des exemples, des histoires de femmes qui se sont du coup travesties en hommes et qu'on puisse se rendre compte en fait que ces femmes finalement on les connaît ou on a entendu parler de leur nom, mais parfois on connaît pas forcément l'histoire qu'il y a derrière et comment on s'est rendu compte aussi de tout ça, comment on s'est rendu compte qu'en fait c'était des hommes, enfin c'était des femmes qui étaient travesties en hommes pour exercer telle ou telle chose. Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur toutes ces parties-là? Oui. Alors avant de vous donner quelques exemples, oui, c'est intéressant ce que tu dis sur comment est-ce qu'on s'en est rendu compte, parce que évidemment à chaque fois ces femmes-là sont démasquées. Il y a toujours un moment où on finit par les démasquer parce que c'est intenable, toute une vie déguisée en homme, forcément à un moment donné, quelqu'un qui vous voit, enfin c'est compliqué de berner tout le monde, de vivre dans une vie de mensonge. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on a des femmes qui se déguisent pour exercer, par exemple, un métier d'homme ou faire des actions qui sont censées être propres aux hommes,
il y a toujours cette espèce de côté anecdote historique un peu croustillant, où les auteurs aiment bien souligner ça. Oh là là, mais quel scandale, on a découvert que voilà, telle personne était en fait un homme. Donc c'est quelque chose qui reste assez facilement dans l'histoire, parce que c'est un peu des potins, un peu croustillant, de dire mais en fait tout le monde s'est fait berner par une femme. Donc ça c'est quand même souvent on a quelques informations sur ces femmes-là qui ont été travesties. Et du coup il y en a beaucoup, on en connaît quand même pas mal dans l'histoire, mais je voudrais juste, on n'a pas le temps de parler de toutes les femmes malheureusement. Du coup, je vais juste vous donner quelques exemples de françaises. Puis j'ai essayé de trouver des femmes qui avaient de vous proposer des exemples de femmes qui exerçaient dans des domaines très différents. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de Jeanne d'Arc. Tout le monde la connaît, mais son histoire est assez extraordinaire. Et je pense qu'on pourrait aussi évoquer au passage les chevaleresses, parce que Jeanne d'Arc n'était pas la seule femme chevalier à avoir pris les armes. Et ça, on n'en parle pas à l'école. Je voulais aussi... je vous fais la petite liste. Ça fait un teaser pour la suite. Un petit teaser. Et puis, si ça vous intéresse pas, vous avancerez le podcast. On mettra les chapitres. Le petit sommaire, voilà. Vous parlez de Marguerite Le Pestour, que j'aime beaucoup, qui est une femme bourreau, donc la seule femme bourreau officielle de France. Elle a un parcours assez incroyable aussi. J'aime beaucoup, j'ai choisi des femmes que j'aimais bien, donc vous me direz ce que vous en pensez après. J'aime beaucoup l'histoire de Jeanne Barré, qui est une botaniste exploratrice, donc assez intéressante, première femme qui a fait le tour du monde, donc j'aime beaucoup aussi son parcours. Et puis Jane, ou Jeanne, mais elle se faisait appeler Jane, petit surnom, de la Foix, qui était archéologue, photographe, autrice, une femme qui est complètement inclassable et qui a été décorée de la Légion d'honneur, parce qu'elle aussi, elle est extraordinaire. Waouh. Donc, je peux vous les présenter si ça vous intéresse. Donc Jeanne d'Arc, je ne sais pas si on la présente encore, c'est une icône française. Donc c'est une figure emblématique du XVe siècle. Et donc pour résumer vraiment très grossièrement qui elle était, c'était une jeune paysanne et elle est connue notamment pour avoir entendu des voix. Elle aurait entendu des voix de saints qui lui joignaient d'aller libérer la France de l'occupation anglaise. Et en fait, ce que je trouve déjà dingue, c'est qu'elle avait 17 ans quand elle est allée, donc toute seule, la petite paysanne, elle va aller rencontrer le roi Charles VII pour le persuader de lui confier une armée pour aller lever le siège d'Orléans. Donc déjà, on est dans un truc complètement extraordinaire, complètement irréel. Et elle va réussir à faire libérer la ville en seulement 9 jours. Et puis elle n'avait pas de formation de chevalier. Donc c'est quand même un culot extraordinaire, une audace extraordinaire. Et donc dans cette situation, on se doute bien que là, la question vestimentaire, c'est pas du tout anecdotique. Pourquoi elle s'est déguisée en homme, ça paraît assez évident. Ça lui offrait déjà une protection physique. Donc, physique, c'est-à-dire que ça réduisait les risques d'agression sexuelle. Ça, on a des témoignages historiques qui en parlent. Et puis, c'est aussi une protection symbolique. C'est-à-dire ça permet d'affirmer aussi son autorité dans un milieu qui est dominé par les hommes. Elle va quand même commander des armées, elle va aller sur le champ de bataille, donc c'est très important qu'elle puisse aussi incarner quelque chose, et donc c'était évident qu'elle devait s'habiller en homme. Pour la suite de l'histoire, c'est lors d'une mission pour libérer la ville de Compiègne en 1430 que Jeanne a été capturée par les Bourguignons, c'était les alliés des Anglais. Elle va être vendue aux Anglais et vous connaissez la suite, elle sera traduite en justice et accusée d'hérésie et de sorcellerie. Et donc elle sera brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431 et seulement à l'âge de 19 ans. Et moi, ce qui me paraît assez dingue aussi dans cette histoire, c'est que l'un des principaux chefs d'accusation, c'était justement le port de l'habit masculin, qui était interdit à l'époque en fait. Donc c'est en partie pour ça qu'elle a été condamnée. Puis 25 ans plus tard, donc en 1456, il y a un nouveau procès qui va la réhabiliter et qui va annuler toutes les accusations qu'on aura apportées contre elle. Elle va être béatifiée d'abord, et après en 1920, elle va être canonisée par l'Église catholique. Donc il y a quand même une réhabilitation de sa mémoire, déjà très tôt, dès le XVe siècle, et puis ensuite au XXe siècle,
Bon, ça ne répare pas ce qui a été fait. D'ailleurs, pourquoi il y a eu un nouveau procès par la suite ? Une fois qu'elle était brûlée, Oui. enfin la pauvre... pourquoi il y a eu un nouveau procès du coup ? C'est vraiment une démarche de réhabilitation. Ça reste, Jeanne d'Arc, c'est quand même une figure qui incarne beaucoup de choses et du coup qui est assez ambivalente. C'est-à-dire que déjà à l'époque, elle a été qualifiée d'hérétique, voire de sorcière, à cause des voix qu'elle aurait entendues, en fait. Et en même temps, c'était quand même l'héroïne qui a, en quelque sorte, sauvé la France. Et donc, c'est toujours ça qui est compliqué dans l'histoire, avec ces femmes en action. C'est qu'à la fois, c'est des femmes qui marquent l'histoire, qui peuvent faire des actions bénéfiques pour l'histoire. En l'occurrence, ce qu'a fait Jeanne, c'est extraordinaire. Elle a mené des troupes, elle a combattu pour la France, elle a sauvé son pays en quelque sorte. Et en même temps, ça reste une femme. Et donc, elle n'était pas à sa place de Ouais, elle n'avait pas le droit, en fait. Elle franchissait une barrière de la justice. Exactement, et plusieurs interdits, dont le port de l'habit masculin, qui nous paraît complètement anecdotique aujourd'hui, mais qui avait son importance ou qui était une excuse de plus pour la condamner. Donc alors c'est pas uniquement parce qu'elle était une femme, ça pose aussi il y a des questions, il y a un contexte politique autour de ça, il y a des questions, il y avait les ennemis des Anglais, les ennemis de Charles VII qui ont trouvé un moyen, c'était une bonne excuse aussi pour eux de s'infiltrer dans ce contexte politique un peu particulier. Donc c'est toujours une affaire de contexte géopolitique, ça c'est certain, mais il y a aussi toujours cette question de la place des femmes. Malgré les actions qu'elle a accomplies, elle a aussi franchi des barrières, elle a franchi des interdits, elle n'est pas restée à sa place. Et là, il ne faut pas oublier, on est au XVe siècle. Le XVe siècle, c'est quand même le grand siècle de la chasse aux sorcières en Europe. Ça explose à ce moment-là. Le droit des femmes baisse considérablement. On a eu juste avant la loi Salique qui est passée et qui dit que les femmes, elles doivent bien rester à leur place et que c'est fini, les femmes ne peuvent plus régner. Désormais, ce sont des héritiers mâles qui doivent prendre le pouvoir en France, etc. Donc on est aussi dans un contexte très particulier. C'était pas du tout le bon moment où les femmes sont vraiment mises à l'écart, exclues de toute forme de pouvoir, et en plus on commence à chasser les sorcières, et elle accumule en fait les problèmes. Elle est traitée d'hérétique, de sorcière, elle porte l'habit des hommes, elle prend les armes. C'était un petit peu Il y a rien l'exemple qui va, aussi. en fait. C'était peut-être aussi pour l'exemple, pour dissuader d'autres personnes de... Exactement, donc c'est un bel exemple. Et puis voilà, a posteriori, il y a eu quand même une démarche de réhabilitation, mais je suis d'accord, je crois que c'est important la réhabilitation, c'est vraiment quelque chose ça se fait aussi pour les sorcières, dans la mémoire. Enfin pour plusieurs types de femmes en fait, c'est pas que Jeanne d'Arc qui a eu des nouveaux procès Exactement. post-mortem. Mais pour les sorcières, c'est vraiment plus récent, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Ça se fait en Suisse de plus en plus, il y a vraiment des réhabilitations. Et oui, c'est un peu tard, effectivement. Ça aurait été bien de s'en rendre compte avant, mais je crois que ça reste important malgré tout pour la mémoire collective. Ça dit quelque chose aussi de la société, donc je crois que c'est toujours important de réhabiliter, même si c'est a posteriori en fait. Tu veux parler un petit peu plus de chevaleresses ? Oui, alors les chevaleresses, je voulais simplement les évoquer parce que ça aussi c'est déjà un terme, je crois, que personne ne connaît. Moi, je l'ai découvert assez récemment. Je me suis jamais posé la question, et ça en dit long, sur comment est-ce qu'on appelle une femme chevalier, parce que c'est quelque chose qui est pas naturel, je pense, et au monde n'a jamais parlé à l'école. Donc ce sont les chevaleresses, et je tiens à faire aussi une parenthèse, donc les chevalières, ce sont les femmes des chevaliers, donc c'est vraiment quelque chose de très différent. Et donc il y avait bien des femmes chevaliers, des chevaleresses au Moyen-Âge notamment. On en parle peu, mais en fait, c'était des femmes qui pouvaient prendre les armes et revêtir donc la tenue du chevalier. Et c'était notamment, alors c'est généralement des femmes d'un certain rang, puisque elles prennent la tenue du chevalier pour défendre leur terre.
Elles peuvent partir en croisade aussi ou négocier avec des dirigeants politiques. Donc souvent, c'est des femmes de haut rang. Et donc c'est pour ça que le cas de Jeanne d'Arc est tout à fait particulier, puisque elle, c'était une paysanne. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et justement, j'avais une question sur Jeanne d'Arc. Au début, quand elle se présente à Charles VII, elle se présente en tant que femme, et Charles VII accepte que du coup elle mène les troupes. Comment ça s'est passé? Parce que ces troupes, enfin du coup les troupes l'ont suivie, vu qu'elle a réussi. Alors on est quand même là dans un contexte un petit peu particulier. La ville d'Orléans est assiégée. C'est un peu, il n'y a plus trop Il n'y a plus d'espoir, de quoi. solutions. Enfin, Ouais. Charles VII, il est un peu au pied du mur. Donc c'est vrai que ça paraît complètement dingue. On se dit, il y a une gamine de 17 ans, une paysanne qui débarque et qui lui dit, moi, je te lève une armée, ton siège, il est fini en quelques jours. On se dit, mais à quel moment quelqu'un se dit que c'est une bonne idée en fait. Mm. Effectivement, c'est complètement improbable, mais il y a quand même toute cette aura autour de Jeanne d'Arc qui est cette question des voix. Elle est une sorte de messagère divine en fait. Elle a entendu des voix qui l'ont missionnée et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle la pucelle. Il y a une espèce de mystification autour d'elle, une sorte de c'est le miracle qu'on attendait finalement. Donc je pense que c'est ça qui a joué aussi dans ce contexte-là. C'est le miracle qu'on attendait, puis finalement, elle a fini brûlée vive, quoi. Eh mais oui, c'est tout. Non, mais c'est tout. En fait, Ouais. c'est exactement tout le paradoxe C'est comme ça qu'on l'a remerciée. qui est là, quoi. Ouais. Oui, c'est exactement comme ça qu'on l'a remerciée, alors qu'elle a réussi à régler un énorme problème que le roi Oui, n'arrivait mais pas à régler. Oui, pour pas, et il enfin, faut pas. elle a été brûlée parce qu'elle a été jugée côté anglais, côté ennemi, non? En fait, oui, Il y a ça aussi. il y a vraiment tout un faisceau, il y a une accumulation en fait contre elle, c'est-à-dire que effectivement, ce que je disais, c'est une femme, elle est accusée d'hérésie, donc de sorcellerie, elle s'habille en homme, voilà. Ouais. Mais il y a aussi tous les enjeux politiques autour. Ouais. Et donc, c'était quand même la guéguerre des trônes qui allait rester sur le trône. Enfin, il y a vraiment des enjeux. Et Jeanne d'Arc s'est retrouvée au milieu de tout ça. Donc, c'est pas uniquement adressée contre elle en particulier. C'est-à-dire que voilà, elle s'est retrouvée prise au milieu Ce qu'elle de toute cette représentait, quoi. politique et en plus tout ce qu'elle représentait évidemment Mm. à cette époque-là au XVe siècle ça passait pas quoi. Ok, on est bon sur Jeanne d'Arc. Merci beaucoup pour cet éclairage en tout cas, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Bon, personnellement, je ne suis pas forcément experte de son histoire, donc c'est pour ça que c'était important de revenir sur certains points, sur certains termes, au-delà du côté femme dans l'histoire. Donc merci beaucoup pour ces éclairages. Tu nous as parlé d'autres femmes, Marguerite Lepestour. Ouais. Alors elle, je l'aime beaucoup parce que elle a un destin assez extraordinaire aussi. Je le disais, c'est la seule femme qui a exercé, en tout cas officiellement, la fonction de bourreau en France. Donc ça, c'était au XVIIIe siècle. Et en fait, pour résumer un peu sa vie, elle a fui une enfance très difficile et à l'âge de 20 ans, elle décide donc de partir de chez elle. Et tout de suite, elle décide de s'habiller en homme parce qu'elle a bien conscience que en étant une femme, jeune, seule, sans argent, ça allait être compliqué et dangereux. Donc tout de suite, elle se travestit en homme pour survivre et aussi pour intégrer différents milieux professionnels qui l'intéressent. Elle veut un petit peu partir à l'aventure et elle va s'engager dans l'armée notamment. Et donc là, elle va se faire appeler Monsieur Henri, donc elle change aussi de nom. Elle va exercer différents métiers et puis elle va s'intéresser au métier de bourreau. Ça, c'est lié notamment à la vie qu'elle a eue, son enfance qui était assez difficile. C'était quand même une enfant, elle était très pauvre, elle était aussi battue. Enfin, voilà, donc elle a quand même une fascination pour ce contexte-là, pour la mort, pour la torture. Elle a une sorte de fascination. Et donc, elle décide de devenir bourreau. Donc, d'abord assistant bourreau. Et puis, elle arrive à obtenir un poste de bourreau officiel dans la ville de Lyon.
Apparemment, elle est très très professionnelle, elle est très bonne dans ce métier-là, et c'est assez intéressant parce que le bourreau, c'est quand même un métier, c'est très ingrat. C'est un métier qui était vu comme utile à l'époque, et en même temps, les bourreaux étaient un peu des rebuts de la société, enfin, ils portaient malheur. Donc les gens ne voulaient pas trop s'approcher des bourreaux, on les logeait dans une maison à l'extérieur de la ville, enfin ils étaient un peu exclus de la ville. Donc du coup c'était, je pense, assez facile pour elle de cacher son identité, puisque du coup elle était un peu exclue de l'ensemble de la vie en société. Du coup, elle recherche le métier de l'homme qui est quand même l'homme exclu de la société en plus. Enfin, Ouais. elle le fait vraiment pour ce qu'incarne le métier et pas pour la reconnaissance, enfin, ou pas pour... parce que du coup, elle passe de femme exclue de la société à un homme métier exclu de la société finalement. C'est un peu... Ouais, C'est paradoxal. mais en fait c'est hyper paradoxal, et le métier de bourreau est assez paradoxal parce que c'est quand même un métier où elle peut être aussi adulée en quelque sorte, parce que c'est un métier où on attend du spectacle. C'est un peu glauque, hein, dit comme ça, mais le métier consiste, il n'y a pas beaucoup de condamnations à mort, enfin il y en a quand même, mais c'est pas tous les jours, et c'est beaucoup autour de la torture en fait, ce qu'elle doit faire. Et donc ça doit être une mise en scène, un spectacle pour que le public soit content. Il peut y avoir des applaudissements, il peut y avoir... Et donc il y a quand même cet effet aussi, je pense qu'elle aime, qui est grisant, de le spectateur est content de mon spectacle, elle peut être aussi acclamée. Donc c'est tout le paradoxe de ce métier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour renforcer son personnage de Monsieur Henri, elle va même à un moment donné avoir une complice, donc une femme qui se fait passer pour son épouse. Donc ça va loin quand même. Et comme souvent, hein, après plusieurs années, sa véritable identité a été révélée. Et donc elle va être arrêtée. Alors c'est pas que pour ça qu'elle est arrêtée. En fait, au départ, elle est accusée de fraude, parce que les bourreaux ont le droit de récupérer les affaires des condamnés. Donc de récupérer les vêtements, de faire les poches, et donc de revendre tout ce qu'ils récupèrent. Et elle est accusée de fraude, d'avoir négocié avec des bandits, enfin bon bref. Et donc la police va débarquer chez elle, et là, ils vont découvrir que en fait c'est une femme. Ils vont découvrir toute l'histoire, hein, en quelque sorte. Elle va être emprisonnée, elle va passer 10 mois en prison, et puis elle va être libérée. En fait, elle va rencontrer un homme dont elle va tomber amoureuse, et en fait ils vont pouvoir partir. Elle va se marier, elle va partir, et après on ne sait plus rien de sa vie. Elle rentre chez elle en Bretagne, dans sa région d'origine, et là elle va mener une vie très discrète parce qu'on n'entend plus parler d'elle, quoi. Et est-ce que du coup ça existe le terme féminin de bourreau, ou c'est vraiment un métier qui n'était pas censé du tout être avec les femmes, et donc on n'appelle pas ça une bourrelle, quoi? On bourronne, on fait des Ouais, pronostics. alors c'est une bonne question. Moi je l'ai jamais rencontré, ce mot au féminin. Mais je sais qu'au Moyen-Âge, quasiment tous les métiers avaient des équivalents féminins. Wow. C'est quelque chose qu'on a perdu, c'est notamment des réformes de langage, notamment au XVIIe siècle. En fait, la langue française a été réformée avec le fameux « le masculin l'emporte », là aussi dans une démarche politique pour exclure les femmes. Donc je n'ai jamais rencontré ce terme de bourreau au féminin. Donc c'est une très bonne question, mais c'est possible que peut-être dans l'ancien français, il y ait eu un terme pour désigner une femme bourreau. Je sais pas, parce que c'est un métier qui n'existe pas au féminin. Enfin, les femmes n'ont pas le droit de l'exercer, donc je suis pas sûre qu'il existe, mais ça serait une recherche très intéressante à faire. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves sur le Moyen-Âge où il y avait, les métiers avaient un féminin, ce qui veut dire qu'en Ouais. fait, c'est pas parce qu'on évolue dans la modernité qu'on évolue vers du toujours mieux. Il y a vraiment ce truc des évolutions, des régressions. Enfin, on le voit en plus politiquement, il y a des choses qui se font puis qui se défont. Mais du coup, là, on voit bien qu'au Moyen-Âge, il y avait des noms pour les femmes, et aujourd'hui, on se retrouve avec où ça fait tout un... C'est compliqué, rien que de dire auteur, autrice, sur des bases où artiste, artiste, quoi. Et en fait, il y a ces choses-là qui est hyper intéressante, finalement. Au Moyen-Âge, il y avait des interdits, peut-être plus stricts sur certaines choses,
Mais à côté, on reconnaissait aussi le métier au féminin, donc je trouve ça hyper intéressant de le soulever. Ouais, et puis alors il y a aussi quelque chose, c'est que on a beaucoup de clichés sur le Moyen Âge. Et moi, la première, j'en avais aussi. Et j'ai découvert en étudiant l'histoire des femmes, j'ai redécouvert le Moyen Âge en fait, parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est un siècle, enfin c'est un siècle, c'est pas un siècle, excusez-moi, mais c'est une période d'obscurantisme et donc de régression par rapport à l'Antiquité. Et en fait, ça c'est vraiment une vision qui est déjà fausse et très cliché parce que on se rend compte que les femmes avaient beaucoup de liberté, les femmes pouvaient exercer plein de métiers, voilà, on a parlé des chevaleresses, mais il y avait tout un tas, il y avait des femmes bâtisseuses de cathédrales, enfin, les femmes avaient beaucoup de liberté, et encore une fois, avant le passage de la loi salique, donc avant le XIVe siècle, ce qui prime dans la société, c'est pas le genre, mais c'est le statut social en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui a basculé après. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce que tu disais. On a tendance à penser que avec le progrès, les droits de manière générale des hommes et des femmes évoluent. Et c'est ce qu'on a tendance à croire avec la Renaissance. Le terme de Renaissance dans l'imaginaire collectif, c'est ah oui, ça y est. Là, on arrive sur une période où c'est la raison qui l'emporte. Donc tout va mieux. C'est la lutte contre l'obscurantisme. Et en fait, à partir de la Renaissance, enfin déjà à la fin du Moyen-Âge, mais c'est surtout à partir de la Renaissance, c'est la catastrophe pour les femmes. C'est à partir de là que les femmes vont perdre beaucoup en liberté. Il y a plein de métiers qu'elles ne peuvent plus exercer. Elles sont exclues, elles sont enfermées à la maison, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que elles sont rattachées à des tâches plutôt domestiques, ce qui n'était pas forcément le cas au Moyen Âge. Et donc il y a vraiment, c'est la dégringolade de la liberté et des droits des femmes à partir de la Renaissance, et même au siècle des Lumières. Et d'ailleurs, entre la Renaissance et le siècle des Lumières, pour résumer très grossièrement, c'est des périodes où on a les plus grandes exterminations de femmes, c'est-à-dire les chasses aux sorcières, les persécutions, les condamnations, les tortures. Donc c'est pas du tout lié. Ce progrès-là, ce progrès de la raison, est absolument pas corrélé avec les droits des femmes en fait. Et ça paraît exactement, c'est pas du tout corrélé avec un progrès social, et ça paraît assez fou. Enfin, c'est pas naturel, je crois, quand on aborde l'histoire. Dans notre mémoire collective, on aurait tendance à penser le contraire. La prochaine femme dont tu vas nous parler, c'est Jeanne Barré. Elle est reconnue comme la première femme à avoir accompli un tour du monde. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors Jeanne Barré, j'aime beaucoup cette femme parce que c'est une exploratrice. Alors c'est pas la seule, mais elle a quand même un parcours assez impressionnant. Et donc je le disais, c'est aussi la première femme reconnue pour avoir accompli un tour du monde. Et donc c'est une bourguignonne, et elle développe dès son plus jeune âge une passion pour la botanique en fait. Tout se passe au XVIIIe siècle, et en 1766, elle va rejoindre l'expédition de Bougainville, la fameuse expédition, en se déguisant en homme, et elle va se faire appeler Jean Barré. Donc assez facile comme pseudonyme, parce que vous vous en doutez bien, il était interdit aux femmes de naviguer sur les navires français. Donc là, je vous résume un peu son parcours, hein, parce qu'au départ, elle était femme de ménage, elle va accompagner un botaniste qui va se faire engager dans l'expédition de Bougainville, et donc elle va le suivre. En tout cas, elle fait le choix de se déguiser en homme, et du coup, l'histoire ne nous le dit pas, mais on pense que ce botaniste-là, qui s'appelle Philibert Commerson, qui va donc l'engager comme assistant, on pense qu'il est complice dans le sens où il savait qu'elle était déguisée, hein, puisque c'est quand même... En fait, l'idée, c'est que lui, au départ, c'est sa femme de ménage, enfin, elle s'occupe de lui, il est assez malade, il a une santé assez fragile, et donc c'est elle qui gère sa maison, etc. Et il va voir assez vite qu'elle s'intéresse à la botanique, et qu'elle est plutôt douée en fait. Il va lui transmettre un peu ça aussi, lui apprendre, et donc il va prétexter qu'il a besoin de quelqu'un sur le bateau pour l'aider, parce qu'il est malade, il a une condition un peu compliquée, et donc c'est comme ça qu'elle va embarquer avec lui et qu'elle va devenir son assistant.
sous le nom de Jean Barré. Et donc, ils vont collecter ensemble plus de 6000 spécimens de plantes à travers le monde entier. Donc, c'est vraiment une énorme expédition. Et puis là encore, son identité va finir par être découverte en cours de voyage, mais elle va quand même pouvoir poursuivre l'expédition jusqu'à la fin. Et après son retour en France, donc c'est ça aussi qui est intéressant, elle va quand même recevoir une pension du gouvernement en reconnaissance de toutes ses contributions scientifiques. Donc on va quand même reconnaître son travail, même si aujourd'hui le nom vous dit rien, je pense. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette femme avant, mais il y a quand même eu une reconnaissance a posteriori de son vivant, en tout cas, de sa contribution. Comment ça se passe son tour du monde? Justement, elle embarque sur ce bateau pour faire le tour. Du coup, c'est vraiment son tour du monde, il est axé autour des plantes, Oui, c'est ça. 100%. Elle est vraiment, elle est l'assistante du botaniste, donc Philibert Commerson. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller recueillir en fait des spécimens, un maximum de spécimens de plantes à travers l'ensemble du monde pour ensuite les étudier scientifiquement en fait. C'est ça l'idée. Et elle a des prédispositions en fait pour la botanique et puis elle est formée avec ce botaniste-là et on pense que ils ont eu une relation en fait, qu'ils étaient ensemble. Ok. Oui, donc lui, il savait que c'était une femme au début de sa formation ou... Oui, parce que au départ elle travaillait chez lui en tant que Ouais. alors femme de ménage, femme à tout faire en fait, elle l'aidait dans son quotidien et c'est comme ça que elle va commencer aussi il va aussi découvrir qu'elle a non seulement un intérêt aussi pour les plantes, mais qu'elle est bonne en fait. Elle va l'aider à les classer de manière très méthodique. Donc elle va commencer à être formée aussi avant cette expédition parce que lui, il va voir qu'elle a quand même un potentiel dans ce domaine-là. Oui, et du coup, c'est sur son impulsion à lui qu'elle va du coup se travestir en homme pour embarquer, ou c'est vraiment une proposition personnelle? Bah, ça, c'est un peu, on ne sait pas C'est vraiment. flou. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les femmes n'avaient pas le droit de naviguer. Elles n'avaient pas le droit d'être sur les bateaux. Donc, de toute façon, si ils voulaient embarquer avec elle, si elle voulait venir dans Ouais, l'expédition, il n'y avait pas d'autre solution que de se déguiser en homme, en fait. ok. Et sur le bateau, elle avait une tâche particulière ou c'était vraiment avec le botaniste, ils avaient... C'était son assistant, en fait. Ouais, Donc, ils ok. travaillaient ensemble à l'étude. Ils allaient collecter ensemble les spécimens et puis ils travaillaient ensuite à leur classement, à leur étude, etc. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration, en fait. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans cette histoire, c'est que elle a quand même été reconnue à son retour. Donc, en plus, elle a été démasquée. On savait que c'était une femme et elle a quand même eu une pension du gouvernement. Donc il y a quand même eu, pour une fois, et ça fait plaisir, une reconnaissance du vivant, une récompense aussi pour le travail de cette femme. C'est pas juste, c'est pas Philibert Commerson qui s'est attribué tout le travail et elle n'a pas été, alors elle n'a pas été effacée de l'histoire, c'est un bien grand mot parce qu'on n'en parle pas de cette femme, mais en tout Oui, justement, cas, je voulais te poser la question, comment tu es amenée à... Enfin, tu as découvert son histoire à Jeanne? vraiment totalement par hasard, au fil de mes lectures sur l'histoire des femmes, de manière générale, parce que parfois je vais chercher des femmes en particulier quand je m'intéresse à une époque en particulier ou à un domaine en particulier, genre les chevaleresses par exemple. Et puis j'ai aussi des lectures plus générales sur voilà, l'histoire des femmes de manière globale. Et il y a des noms comme ça qui ressortent, des histoires comme ça qui ressortent. Et je découvre au fil de mes lectures des nouveaux noms. Parce que je suis pas du tout, moi, le domaine de la botanique, c'est pas du tout mon domaine, donc C'est pas ton domaine de base. je ne lis absolument pas spécifiquement sur ce domaine-là. Donc c'est au hasard de mes lectures que j'ai découvert ce nom que je n'avais jamais rencontré de ma vie en fait. C'est génial, du coup, justement, de fil en aiguille, tu tombes sur des appétences et des histoires de femmes qui t'interpellent, finalement. Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'en plus ça brasse tout un tas de périodes historiques, donc c'est l'occasion de revenir aussi sur des contextes de ces périodes-là. Euh, et puis c'est, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors des fois c'est un peu difficile, j'aurais envie
d'écrire des articles sur mon blog sur toutes ces femmes, de parler de tout ce qu'elles ont fait. Il y en a tellement. Donc c'est vrai que c'est difficile de toutes les mettre en avant, mais je me dis au fur et à mesure des années, ça viendra, j'espère. Et puis, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même... il y a de plus en plus d'historiens et surtout d'historiennes qui travaillent à la valorisation des femmes dans l'histoire, du matrimoine. Il y a de plus en plus d'ouvrages sur ces questions-là, mais c'est beaucoup sur les femmes qui ont marqué l'histoire, donc sur des parcours un peu exceptionnels. Et c'est vrai que j'essaye aussi moi, de proposer des choses. Là, je vous donne des noms voilà, particuliers, mais j'aime bien aussi parler des femmes de manière générale, c'est-à-dire pas forcément évoquer des destins extraordinaires ou donner des noms. Il y a des femmes qui sont restées anonymes, mais qui ont vécu dans des communautés, qui ont quand même fait à leur échelle des choses, qui ont changé l'histoire. Et je trouve que c'est important d'en parler aussi. Ouais, mais complètement. Oui, là, ça donne un petit aperçu des types de femmes, différentes époques, différents métiers qui plantent des graines, on va dire, pour aller creuser soit l'histoire de ces femmes, soit aussi aller trouver les histoires de femmes qui parlent à, avec nos appétences aussi de sujets. Comme toi, tu disais, tu étais rentrée par l'histoire de la Grèce antique et finalement, après, tu découvrais d'autres histoires de femmes. Donc, c'est hyper riche parce que, en fait, c'est des noms soit qu'on connaît rapidement sans savoir l'histoire en tant que femme, mais vraiment en tant que l'histoire générale comme Jeanne d'Arc, soit du coup on connaît la période historique ou les découvertes ou les choses comme ça, mais on connaît pas les acteurs de ces périodes-là, les actrices du coup en l'occurrence de ces périodes-là. Donc ça fait un éclairage hyper riche. J'aimerais vous parler d'une autre femme extrêmement talentueuse je crois dont le nom mérite vraiment d'être connu. C'est Jeanne Dieulafoy. Alors, elle se faisait appeler Jane. Et donc, cette femme, je trouve qu'elle est vraiment inqualifiable. Elle a été archéologue, autrice, journaliste, conférencière, photographe au 19e siècle. Elle touche à tout, elle est talentueuse dans tous ses domaines et son histoire est folle, elle aussi. Donc quand la guerre éclate, donc on est en 1870, donc là on est dans un contexte de guerre franco-prussienne. Elle a 18 ans. Et elle va décider d'accompagner, elle est déjà mariée, donc elle va décider d'accompagner son mari sur le front. Pour ce faire, oui, tête brûlée, elle a peur de rien. Et pour ce faire, elle va évidemment porter un uniforme masculin. Et elle va combattre donc aux côtés de son mari. Elle, il y a quand même quelque chose d'un peu différent des autres femmes. C'est qu'elle va décider, à partir de là, de s'habiller jusqu'à la fin de sa vie en homme pour faciliter bien sûr son quotidien, ses voyages et les travaux qu'elle va mener dans tout un tas de régions. Elle va beaucoup bosser en Orient, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les femmes occidentales de manière générale, mais en plus pour les archéologues. Donc elle va décider de s'habiller en homme et elle va garder cet habit-là toute sa vie en fait. Elle va adopter cet habit-là. C'est plus seulement une question de se cacher de manière générale. Elle va opter pour ce travestissement, comme on l'appelait à l'époque. Et donc avec son mari, elle va faire des expéditions archéologiques. Parce que du coup son mari la soutient dans cette posture-là. Oui. Il n'y a absolument aucun problème. Et d'ailleurs, je vous invite à taper son nom sur Google parce que du coup, on est au 19e siècle. Donc là, on a des photos. C'est l'époque aussi de la photographie. Et vous pouvez voir à quoi elle ressemblait en fait. Donc, elle a vraiment... elle est habillée en costume, en homme. Elle a les cheveux courts. Pour nous, c'est quelque chose d'assez banal finalement. Mais à cette époque-là, c'est très peu courant. Et on va le voir tout à l'heure, je vais vous l'expliquer. Mais c'est interdit en fait de s'habiller en homme quand on est une femme. Et donc, le fait de se présenter, enfin quand elle se présente avec son mari, elle se présente pas en tant que Jeanne du coup, enfin il y a cette si elle porte, elle garde, elle garde son nom. Enfin, elle change pas de nom, elle prend pas un nom masculin en fait. Ouais. C'est juste qu'elle a un look qui est qu'on qualifierait aujourd'hui d'androgyne. Elle met pas de robe en fait. Elle s'habille, elle porte le vêtement des hommes. Tout
tout simplement. Et ce Ok. qui peut paraître un peu bizarre pour nous, parce qu'au 19e, c'était quand même, elle est beaucoup en costume en fait, c'est le costume quand même, la tenue des hommes, en tout cas des intellectuels, alors qu'aujourd'hui, femmes, on s'habille en homme dans le sens où on a un jean, un t-shirt, c'est la même chose quoi. C'est juste que c'est un peu moins formel, donc... mais oui, elle décide de continuer à s'habiller en homme et on va voir que ça va lui causer quelques problèmes. Et du coup, elle va faire des expéditions archéologiques avec son mari. Ils vont notamment, la grande expédition la plus connue, c'est celle qu'ils vont faire en Iran, sur le site de Suse. Et en fait, c'est eux qui ramènent, je ne sais pas si vous connaissez, au Louvre, la fameuse frise des archers. Vous savez, c'est une frise avec des archers sur un fond un peu turquoise. Eh bien, c'est eux qui l'ont ramenée au Louvre. Cette salle qui expose ces frises, c'est la salle perse, en fait, c'est la salle qui expose les objets perses. Elle va être inaugurée au Louvre en 1886 et elle va être renommée pour l'occasion la Galerie Dieu-la-Foi, en l'honneur de ces deux archéologues. Et Jane va être décorée de la Légion d'honneur pour être remerciée en fait du travail qu'elle a fourni Et là-bas. du coup, ça, c'est de son vivant. Oui, c'est de son vivant. Du coup, pour revenir sur cette anecdote de travestissement, en fait, il faut savoir qu'à partir de 1800, il y a un préfet de la police de Paris qui va émettre une ordonnance qui vise à mettre un terme à, je cite, l'usurpation de l'identité masculine par les femmes. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait demander une permission de travestissement pour qu'une femme puisse porter des vêtements d'homme, c'est-à-dire un pantalon. Donc c'est quand même particulier. Donc elle a dû demander des autorisations pour pouvoir sortir en pantalon. Mais on connaît plein de femmes qui en avaient rien à faire de ces permissions, comme Colette ou peu importe, qui sortaient quand même en pantalon. Et ce qui est complètement dingue, vraiment, et c'est pas une blague, c'est que ça n'est qu'en 2013 que cette ordonnance-là a été abrogée et donc que les femmes ont été autorisées à porter un pantalon en France. Donc en 2013, c'était symbolique, anecdotique, mais quand même, je trouve que c'est assez intéressant. Merci Joy pour le détail de ces femmes qui sont et de leur histoire, leur parcours qui sont hyper inspirants aussi et qui illustrent vraiment bien, je trouve, la notion de matrimoine puisqu'on a toutes les époques aussi qui sont représentées, beaucoup de Jeanne, Oui, mais voilà. Est-ce que le fait de remettre en avant et de reconnaître l'histoire de ces femmes et leur rôle finalement dans l'histoire, ça change la conception de l'histoire que l'on a? Est-ce que ça change des faits historiques aussi? Comment ça s'intègre dans le parcours de l'histoire avec un grand H qu'on voit à l'école finalement aussi? oui, évidemment, ça change beaucoup de choses parce que en fait, c'est pas seulement les actions de ces femmes incroyables je crois qu'il faut mettre en avant et c'est pas que de cela qu'on parle, mais là c'est aussi la question de la volonté et de la capacité de notre société à les réhabiliter et à les valoriser aujourd'hui. Et c'est ça en fait qui change, je crois, notre conception de l'histoire et donc notre conception de la société en fait. Et pour moi c'est très important. C'est tout l'enjeu de mettre en lumière l'ensemble de notre patrimoine culturel, c'est-à-dire de proposer une justice historique, de raconter une histoire plus inclusive et évidemment d'inspirer aussi les nouvelles générations pour pouvoir construire une société plus égalitaire en fait. C'est génial ce côté d'inspiration, effectivement, de retrouver des modèles Ouais. d'inspiration. On en parle aussi dans ce qu'on voit à la télé, dans ce qu'on voit dans les livres, de tout le côté inclusif et oui, de représenter la femme, les genres, les couleurs de peau, Ouais. les parcours de vie. C'est tellement important. Mais je crois Dans... que c'est vraiment essentiel. Mm. C'est quelque chose qui n'est pas anodin quand on pense que si à l'école on nous apprend qu'il n'y a que les hommes qui ont fait l'histoire, qu'il n'y a que les hommes Mm. qui ont fait des grandes actions, si dans les livres pour enfants il n'y a que des héros,
C'est compliqué pour les petites filles et donc pour les femmes d'avoir de l'ambition, de se projeter. C'est un obstacle aussi de se dire, s'il n'y a pas de femmes qui sont représentées, on a, au-delà de l'inspiration, on se dit même inconsciemment que c'est inaccessible, que c'est pas possible. Donc je pense que c'est vraiment important pour moi c'est important vraiment de parler de ces femmes, de les mettre en avant. Et puis là, il y a vraiment aussi une question de justice historique. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces femmes, celles que je viens de citer, qui ont un destin tout aussi extraordinaire que plein d'hommes qu'on mentionne dans l'histoire. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'utiliser, je crois, le terme de matrimoine aussi, parce que ce soit conscient ou inconscient, il y a quelque chose qui s'imprime aussi dans la mémoire collective. Se dire, quand on parle de matrimoine, c'est vraiment, on pose les bases de dire, c'est quelque chose qu'on hérite des femmes. Ce sont les femmes qui sont en action, ce sont les femmes qui ont fait. Et je crois que c'est vraiment indispensable dans notre société qui se bat pour plus d'égalité, plus d'inclusion. Je crois que c'est vraiment fondamental. C'est comme la notion d'entrepreneuriat, on est toutes les trois aussi concernées par ce sujet-là, mais c'est vrai que quand on est enfant, on se dit pas on va être entrepreneur, chef d'entreprise ou gagner de l'argent. Enfin, il y a toutes ces questions de société et du coup, sur un penchant plus moderne, effectivement, s'inspirer des femmes qui ont fait l'histoire. Et du coup, il y a ce truc de l'histoire d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi au niveau de tout ce qui va être la justice sociale et écologique, et à côté l'entrepreneuriat ou la quête de sens dans nos actions, que ce soit dans l'entreprise ou en tant que salarié ou quoi. Et aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur, c'est super compliqué de dire moi je suis entrepreneur, mais mon objectif c'est pas non plus d'être millionnaire. Bien sûr, l'argent fait des choses, mais la quête de sens elle est importante. L'entrepreneur, on le voit, c'est un homme en costume au CAC 40 dans les grands bureaux à la Défense de Paris qui prend l'avion tous les 4 matins pour faire le tour de ses services commerciaux. Et je trouve qu'il y a un certain écho dans ce discours des femmes qui ont fait l'histoire de changement, de vouloir aussi changer sans forcément vouloir changer les choses à grande échelle. Les actions qu'elles font à leur petite échelle ont un impact finalement dans les choses. Donc il n'y a pas besoin d'être grand et riche, et du coup grande et riche pour que ce soit important, inspirant et intéressant à différents niveaux. Même dans le quotidien, tu en parlais qu'il y avait des femmes connues qu'on reconnaissait aujourd'hui, mais aussi des femmes dont on ne connaissait pas le nom, mais qui avaient fait des choses. Et j'aime beaucoup ce parallèle avec l'entrepreneuriat et la société actuelle qu'on a sur ça. C'est vrai. Voilà. Et puis je trouve aussi, c'est d'autant plus important de mettre en avant aussi ces femmes qu'on voit bien ce que je disais au tout début, que à toutes les époques, il y a eu des femmes qui ont quand même réussi, qui ont réussi à faire ce qu'elles voulaient faire, qui ont réussi dans tous les domaines, qui ont accompli des choses extraordinaires dans tous les domaines, mais vraiment à toutes les époques. Et donc c'est d'autant plus admirable que c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on le voit encore, c'est plus difficile dans beaucoup de domaines pour les femmes de réussir, de percer, etc. Mais il faut quand même se remettre dans les contextes de l'époque, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque moderne. Enfin, toutes ces femmes qui ont malgré tout réussi, et certaines sans se travestir en homme, forcément, mais qui ont quand même réussi à accomplir des choses extraordinaires, alors même que c'était compliqué d'accéder à des études, c'était compliqué, tout était compliqué. Et parfois, elles en sont mortes, on le voit avec Jeanne d'Arc. Donc, c'est d'autant plus admirable, ça devrait être d'autant plus des exemples à montrer aux enfants, mais à tout le monde en fait, parce que c'est extrêmement inspirant. Ça montre à quel point tout est possible en fait. Parce que du coup, en fait, là, c'est vrai qu'on a axé sur le fait ces femmes qui se sont travesties en hommes pour accomplir les choses qu'elles avaient envie d'accomplir. C'est pas le cas de toutes les femmes et c'est pas le matrimoine n'est pas que dans cette notion-là. Il y a il y a eu plein de formes d'action de ces femmes et d'implication de ces femmes dans l'histoire. Là, on est vraiment sur une très petite portion. Je trouve que c'était important de peut-être le remettre parce qu'on parle de beaucoup de choses. Mais voilà, je te laisse la parole à Zélie. Et donc les femmes, pour ne plus être invisibles ou pour ne pas être invisibles, se sont donné un genre masculin.
Est-ce qu'il y a des recherches spécifiques sur le genre ou qui se font à propos de ce sujet? Comment ça se passe? Oui, exactement. Il y a ce qu'on appelle les gender studies, en fait. C'est quelque chose qu'on voit émerger depuis pas mal d'années maintenant. Et en fait, ça consiste en l'analyse des constructions sociales, culturelles et politiques du genre, et aussi sur leur interaction avec d'autres catégories identitaires. Donc, c'est pas uniquement des questions liées aux femmes, c'est plus vaste. Ça concerne aussi toutes les formes de minorité, de ségrégation, etc. Et en fait, ce domaine examine comment les identités et les rôles de genre ont été formés, comment ils sont maintenus et comment ils sont remis en question dans la société, en fait. Et ces gender studies, elles permettent donc de mettre en lumière les contributions souvent négligées des femmes, hein, on le disait, dans tout un tas de domaines. Hein, c'est pas lié qu'à l'histoire, mais ça comprend aussi le domaine de la culture, évidemment. Donc ça aide à promouvoir un héritage culturel commun qui reflète en fait davantage la diversité de toutes les contributions humaines. Mhm. Oui, c'est hyper intéressant parce que finalement, ces recherches-là, elles doivent être aussi basées sur certaines choses. C'est pas juste, enfin, juste avec des grands guillemets, une lubie moderne féministe en disant les femmes ont fait des choses. Oui, en fait, les femmes ont fait des choses, et c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé par des recherches scientifiques, historiques, et que c'est pas une appropriation culturelle pour revendiquer des droits et l'égalité des femmes par femmes, hommes et femmes. Et, euh, et du coup, je pense que c'est essentiel de nommer aussi ce côté-là, qui a aussi un nom. Oui, Ça porte un nom. exactement, parce que là, c'est basé sur de la recherche scientifique. Donc, c'est les gender studies, c'est pas une lubie féministe du Mm. tout. J'aime pas trop d'ailleurs qu'on associe lubie et féminisme, mais bon, c'est un autre débat. Oui, mais du coup, Mais, voilà, je rentrais dans un carcan mais pour le oui, soulever, exactement. ce Mais tu as côté-là. tout à fait raison. C'est vraiment sérieux. Là, il s'agit pas. C'est simplement. Donc, moi, je connais surtout les approches historiques puisque c'est mon domaine, mais l'idée, c'est on travaille sur des sources, c'est ça le métier d'historien. Donc on va chercher des archives, les sources, elles sont là, elles existent. Donc c'est pas du tout, c'est pas une réappropriation, une récupération, c'est des faits. Ce sont des faits. Il y a des sources qui n'ont pas été mises en lumière, qui n'ont pas été exploitées et qui invisibilisent pardon, ces femmes. On le voit bien avec les noms que je vous ai cités, qui sont, bon, à part Jeanne d'Arc, mais j'imagine que les autres sont relativement inconnus pour beaucoup de gens. Ces femmes, si je vous en parle, c'est qu'on a des informations dessus, c'est qu'on a des textes, on a des écrits, il y a quelque chose qu'on nous a transmis. Donc l'idée, c'est, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces personnes qui ont aussi eu un impact sur l'histoire, alors même qu'on a des sources sur ces femmes-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est ça qui rend ces études-là extrêmement compliquées, c'est que malheureusement, on a des sources, mais on en manque aussi. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des sources qui ont disparu, qui ont été volontairement effacées depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Il faut rappeler aussi que ce sont les hommes qui écrivent l'histoire. Donc déjà, il y a tout un tas de femmes, et pas que les femmes d'ailleurs, mais là on parle des femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été prises en compte dans l'histoire, qui ont été totalement oubliées parce que les hommes ont considéré que ça n'était pas nécessaire d'en parler. Donc on n'a pas eu une vision de l'histoire objective de toute façon, ça n'est pas possible. C'est comme on dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire aussi, donc c'est la même problématique quand on parle de, je sais pas, des Gaulois. Qui nous parle des Gaulois? C'est César. Donc niveau objectivité, c'est pas le top. Donc voilà, on a vraiment des problématiques qui reviennent liées aux femmes. Elles ont été effacées, oubliées. Et puis après, on a aussi, il faut pas l'oublier, des sources qui mentionnent des femmes, mais qui décrédibilisent les femmes.
voilà, parce que justement, elles sont trop gênantes, trop dérangeantes, notamment dans les milieux intellectuels, et donc on va leur faire une réputation qui relève plus du mythe que de l'histoire, mais après c'est compliqué pour les historiens de déceler le vrai du faux. Et donc il y a tout un tas de femmes qui sont restées dans l'histoire, mais qui ont été décrédibilisées, dont on va voler aussi les œuvres. Je pense notamment à Voltaire, qui a plagié et en plus décrédibilisé Catherine Bernard, qui est la véritable autrice du Brutus. Enfin bon, bref, c'est un autre débat, mais il y a tout un tas de problématiques qui rentrent en Charlotte jeu. Perriand et Le Corbusier. Oui, non mais voilà. Voilà. Ma culture historique, enfin ma culture de l'architecture ressort ici. Et c'est vrai qu'à l'école d'archi, on entendait parler de Le Corbusier à toutes les sauces. Quand j'ai découvert Charlotte Perriand et son œuvre, je me suis dit waouh. En fait, waouh. Juste. Et en fait, encore aujourd'hui, on parle de Le Corbusier, alors qu'en fait, je n'ai jamais entendu parler à l'école d'archi de Charlotte Perriand. Exactement. Ou alors en très très petite quantité, ce qui fait que je n'ai même pas retenu son nom. Quand j'ai découvert son œuvre et son rôle dans le design de cette époque-là et de l'architecture moderne, waouh, enfin la station des Arcs, c'est fou quoi. Et c'est Le Corbu dans la tête des gens parce que ça ressemble à Le Corbu, donc Le Corbu, tout ce qu'il a, enfin voilà. Et après, bon, quand on creuse le personnage du Corbu, c'est encore pire que ce qu'on croit, mais ça rentre aussi totalement dans ça, ces hommes qui ont pris le nom sur les femmes quoi. Et oui, et encore là, on connaît le nom de cette femme et de certaines femmes, donc on peut rétablir un petit peu la vérité dans certains cas, mais combien de femmes sont totalement oubliées et on n'aura jamais leur nom et leurs inventions parce qu'elles ont été volées par des hommes. Combien de femmes auraient dû avoir des prix Nobel et on leur a volé ce prix-là, on leur a volé leur travail. Donc ça, c'est une réalité aussi, c'est impossible de quantifier, mais il y a tout un tas, quand on peut le faire là dans ce genre d'études, réhabiliter la mémoire des femmes, c'est super et il faut le faire, mais il y a tout un tas de documents qu'on n'a plus, il y a tout un tas d'œuvres qui ont certainement été volées, mais on n'aura jamais le nom des femmes à qui ils sont véritablement attribués. Donc c'est quand même très difficile, c'est un rééquilibrage historique qui est assez difficile et compliqué de manière générale et ça touche à tous les domaines. On arrive tout doucement vers la fin de ce podcast. Tu nous parles justement de tes recherches. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous dire sur tes recherches ? Alors je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, en fait de manière générale mon travail sur l'histoire des femmes, ça m'a permis de comprendre donc leur liberté et l'acquisition de leurs droits n'ont pas du tout été linéaires en fait. Et je le disais tout à l'heure je donnais l'exemple de la période du Moyen-Âge où on a tendance on a souvent cette impression que plus les siècles avancent, plus les civilisations développent des progrès techniques et technologiques et que donc ces progrès sont corrélés avec les progrès sociaux. Et on l'a dit tout à l'heure, non, pas du tout. D'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu l'actualité pour s'en rendre compte aussi. Hein. Et en fait, moi, ma véritable révélation au cours de mes recherches sur les femmes et le matrimoine, ça a été vraiment en étudiant le sujet des chasses aux sorcières parce que dans l'imaginaire collectif, on l'associe souvent, cette tragédie historique, à la période du Moyen-Âge. Je disais, c'est une période qui est un peu stéréotypée, on pense que c'est un âge d'obscurantisme, de privation de liberté féminine. Et en fait, quand on étudie l'histoire, on se rend bien compte qu'il y avait beaucoup de possibilités pour les femmes à cette époque-là, à cette période-là. Elles pouvaient exercer plein de métiers, les femmes pouvaient gouverner, elles pouvaient écrire. Et c'est au contraire à la Renaissance qu'il y a vraiment eu, donc on l'a dit, les plus grandes chasses aux sorcières, ça s'est vraiment intensifié. Et puis ça a été le début vraiment d'une forme d'exclusion et d'invisibilisation vraiment pour les femmes dans l'histoire. Et ce que je trouve dingue, et c'est ça qui m'a vraiment un peu choquée dans cette redécouverte historique, c'est que cette époque qu'on appelle l'époque moderne, qui inclut donc à la fois la Renaissance et le siècle des Lumières, qui sont quand même des siècles de connaissance et de raison. On a tendance à y voir des grands progrès philosophiques. Et en fait, c'est une des périodes les plus sombres pour l'histoire des femmes. Et j'ai l'impression qu'on l'a totalement oublié,
oublié ça. C'est quelque chose dont on parle même pas dans les manuels scolaires, ou c'est quelque chose voilà, qu'on a tendance à oublier. Et donc c'était vraiment ça, moi, ma révélation dans mon travail, c'était sur ces périodes-là, en fait. Et c'est fou parce que même en étant de base avec une certaine appétence pour ce sujet, que tu es dans le milieu historique, de l'histoire, de la recherche historique, tu l'as découvert au fur et à mesure de tes recherches en creusant en fait. Donc du coup, les personnes qui sont personnes lambda, où on n'est pas, peut-être on est curieux de la culture et du patrimoine, bah rien que ça, peut-être juste la curiosité, ça suffirait pas à trouver l'information. Être encore moins initié au sujet, bah, ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'y penser on n'en a pas une once entendu parler pour qu'on se pose la question aussi. Et ça veut dire quelque chose aussi, d'où l'importance de cet épisode aussi de podcast. Mais c'est hyper fort, je trouve que toi, tu es du milieu et tu l'as appris au fur et à mesure. Tu as déconstruit certaines images historiques que tu avais. Après, c'est aussi l'avantage, enfin aujourd'hui, avec les gender studies, ça évolue aussi. On trouve de plus en plus d'ouvrages qui font des mises au point. Il y a de plus en plus de propositions. Si aujourd'hui on achète un livre d'histoire qui a été publié récemment, normalement, on trouve quand même un rééquilibrage. On trouve de plus en plus de livres sur l'histoire des femmes. C'est quelque chose, certains vous diront, c'est très à la mode. Je crois pas que ce soit une mode, c'est très nécessaire. Surtout, il y a tant de siècles à rattraper sur la constitution de notre histoire et de mémoire collective. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup d'ouvrages maintenant là-dessus. Et donc je pense qu'on en parle de plus en plus. Les historiens et les historiennes aussi en parlent, en tout cas ceux qui font de la vulgarisation culturelle. Donc je crois que c'est quelque chose qui va rentrer, en tout cas j'espère que ça va devenir un peu plus naturel et que ça va se démocratiser un peu plus auprès de tous les publics en fait. Et au cours de tes recherches, tu as dû croiser un bon nombre de destins féminins. Lequel t'inspire le plus ? C'est une question très difficile. Parce Il ne restera qu'une. Oui, du voilà, coup. j'ai été inspirée par vraiment beaucoup de femmes. Je suis admirative de tout leur parcours, de leur intelligence, de leur courage. Franchement, elles sont toutes incroyables. Mais s'il ne doit en rester qu'une, évidemment, je vais en choisir une de l'Antiquité. Et du coup, bah, je vais choisir évidemment Artémisia Première, qui est un personnage incroyable, qui était reine d'Halicarnasse. Donc Halicarnasse, peut-être le nom vous dit quelque chose parce que il y avait le fameux mausolée d'Halicarnasse qui est une des 7 merveilles du monde antique. Et en fait, c'est une ville c'est l'actuelle ville de Bodrum qui se trouve dans le sud-ouest de la Turquie. Et donc, cette femme, franchement, c'est une vraie badass. Elle a régné toute seule. C'est la première femme commandante en chef sur des navires de guerre. Elle va combattre sous la bannière perse, en fait. Et on la connaît notamment grâce à une grande source, c'est Hérodote, qui est connu pour être le premier historien qui raconte un peu son histoire. Enfin, il raconte l'anecdote où elle va s'illustrer à la fameuse bataille de Salamine en 490 avant Jésus-Christ. Donc c'est les Grecs qui affrontent la flotte des Perses et elle va se battre du côté des Perses. Et en fait, c'est l'incarnation de l'Amazone par excellence. Ouais. La femme guerrière, la reine. Et ce que j'adore, au-delà de son histoire qui est quand même incroyable, au-delà de son courage, c'est vraiment le symbole de cette femme qui est à la croisée des mondes, puisque elle incarne à la fois l'Orient et l'Occident. Ce qu'il faut rappeler quand même dans le contexte de l'Antiquité grecque, c'est que tout est hyper binaire, c'est-à-dire qu'il y a les Grecs, les civilisés si vous voulez, contre les Perses qui sont l'incarnation de la barbarie. Il y a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, tout est comme ça très binaire chez les Grecs. Et elle, c'est un mélange de tout ça, donc elle incarne exactement tout ce que détestent les Grecs. C'est à la fois l'Orient et l'Occident parce que c'est une reine d'une région barbare,
mais elle est de culture grecque, elle parle le grec, elle est d'origine grecque, et c'est à la fois, elle est à la croisée des mondes féminins et masculins, parce que c'est une femme, mais qui évolue dans des sphères qui sont normalement réservées aux hommes, c'est-à-dire la sphère du pouvoir et la sphère militaire. Donc c'est l'incarnation de tout ce que les Grecs haïssent, et du coup je l'adore. Voilà, J'adore. je l'adore. Excellent. Ça se ressent et puis ça illustre, ça résume bien en fait presque tout l'épisode de ça en fait, que des femmes aussi enfin, quand on creuse, depuis longtemps dans l'histoire, les femmes ont marqué l'histoire. Oui, toujours. Donc du coup, on va arriver sur notre thématique de fin, qui est là d'ouvrir, on va dire, les horizons pour les auditeurs et auditrices sur le sujet. On aime bien séparer un peu en deux. On a vraiment un côté ressources pour se plonger dans le sujet, mais aussi lieu. On aime bien donner des recommandations pratiques d'exploration en fait, pour explorer concrètement les sujets. Est-ce que tu aurais des lieux ou des événements, des musées qui parlent de matrimoine ou qui pourraient illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire ou plonger concrètement et visuellement aussi dans cet univers-là? Oui, alors on en parlait un peu tout à l'heure, il y a quand même de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place. Je pense là en tout premier lieu aux journées du matrimoine qui sont organisées maintenant depuis plusieurs années. Donc par exemple en Suisse, il y a vraiment des journées du matrimoine qui ont leurs propres événements, qui sont décorrélés des journées du patrimoine. Mais en France, il y a aussi le matrimoine est de plus en plus mis à l'honneur, et je vois chaque année des villes qui utilisent de plus en plus, notamment sur leurs affiches, le terme de journée du matrimoine et du patrimoine. Donc c'est quelque chose qui s'intègre quand même de plus en plus dans le paysage patrimonial, culturel, donc en France, en Suisse, c'est quelque chose qui se développe. Et puis après, il y a aussi des démarches que l'on trouve à droite à gauche un peu partout. Évidemment, je pense tout de suite là aussi à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024, qui a quand même été marquée par un hommage à 10 femmes qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire de France. Il y a eu des statues qui ont été érigées près de l'Assemblée nationale, donc c'est quand même très symbolique. Ça a été une occasion de mettre à l'honneur ces femmes, sous que voilà, c'est quand même un contexte, l'Assemblée, où il y a une prédominance masculine, hein, traditionnellement. Bien sûr, il y a des musées qui se modernisent et qui prennent de plus en plus en compte dans leur médiation culturelle les questions d'inclusivité de manière générale. Donc c'est pas que les femmes, mais il y a l'inclusivité qui est au centre des préoccupations, je crois. Et là, je pense par exemple, il y a un tout nouveau musée qui a ouvert en 2024 à Mougins, près de Cannes, et ça s'appelle le FAMM, FAMM, pour femmes artistes du musée de Mougins. Et c'est le tout premier musée en France qui est dédié exclusivement aux femmes artistes. Donc je trouve que la démarche est géniale. Et puis de manière générale, on trouve aussi pas mal d'expositions qui sont organisées un peu partout et qui mettent en avant de plus en plus les œuvres des femmes. Alors je regrette que ce soit quand même beaucoup des expositions temporaires. Ça pourrait être intéressant de les inclure dans leurs expositions permanentes, mais voilà, il y a quand même des démarches de plus en plus dans les musées. Et je voudrais aussi mentionner un événement qui vient d'avoir lieu au mois de mars, à l'occasion, puisque vous le savez, le 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes, et il y a la ville de Dijon qui a en fait instauré depuis 2022, toujours la Bourgogne, c'est fantastique, région fantastique, qui gagne à être connue. Donc la ville de Dijon organise depuis 2022 ce qu'ils appellent le mois de l'égalité.
Et du coup, tout le mois de mars a été consacré en fait à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et là, il y a les différents acteurs locaux en fait qui organisent chaque année des débats, des ateliers, des visites, des projections, puis différentes formes de performances. Et j'ai eu la chance d'y participer cette année, puisque j'ai pu parler en association, en collaboration avec l'association féministe Elle à Dijon. On a parlé de la valorisation du matrimoine justement. Et enfin, du coup, on va te demander si tu as des ressources à partager, peut-être des livres pour creuser ce sujet, si les auditeurs ont envie d'aller encore plus loin dans la dimension du matrimoine. Oui, alors il y a beaucoup, beaucoup de livres sur ces questions-là, en tout cas sur les femmes dans l'histoire. Mais j'aimerais vous en recommander deux. Le premier que j'adore, qui est vraiment accessible à tous, c'est un très bon résumé global de l'histoire des femmes de la préhistoire à aujourd'hui. C'est très bien vulgarisé, c'est même assez drôle à lire. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, il n'y a pas besoin d'être historien. Et ça s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de Titiou Lecoq. Vraiment, je recommande si vous voulez juste vous familiariser avec ces questions-là, sans rentrer non plus dans un truc trop technique. Et ça brosse vraiment toutes les périodes de l'histoire, donc c'est très intéressant. Et puis libre à vous ensuite, en fonction de ce que vous lisez, d'aller vous renseigner. Génial. Et Azélie, tu as une reco sur Ah oui, sur Ils sont-elles. Oui. C'est exactement ce dont tu as parlé. C'est un très beau livre aussi, Ils sont-elles. Et ça montre le fait que elles ont choisi du coup le genre masculin pour pouvoir publier et écrire. Parce que quand t'es une femme, sinon t'étais pas pris au sérieux, quoi. Et c'est d'ailleurs aussi le fait pour J.K. Rowling. En fait, c'est toujours le cas au final. Parce que J.K. Rowling, elle a préféré faire en sorte d'avoir un nom qui sonnait masculin plutôt que féminin. Et aussi faire en sorte que Harry Potter, ce soit Harry Potter, le personnage, le héros, et pas Hermione. Moi, je vais faire une petite promo parce que du coup, je travaille pour une agence qui s'appelle l'agence Boucan, Bookan, pour faire du bruit autour de la littérature. Et on travaille beaucoup sur la question des autrices, des maisons d'édition indépendantes, pour remettre aussi en avant et aider et accompagner les autrices dans le fait d'être publiées, dans le fait de mettre en avant leurs livres, leurs récits, etc. Voilà. J'ai fini ma promo. C'était pas prévu, j'ai effectivement, vu ce qu'on disait, je trouve que c'était intéressant s'il y a des femmes autrices qui nous entendent, peut-être que le compte au moins de l'agence sur les réseaux sociaux pourra aussi donner des clés, des portes, sans forcément travailler ensemble, mais il y a une belle communauté. Voilà. La conclusion est trop bien. Merci beaucoup, Joy. C'est trop cool ce petit échange, ce gros échange. De 2h15, quoi. Nous espérons que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur notre compte Instagram Parole de Patrimoine et à le partager autour de vous. Pour nous aider, nous vous invitons à laisser votre avis et à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'on aborde un sujet en particulier ou que vous souhaitez partager votre expertise. C'était Léa et Azélie, fondatrices du média Parole de Patrimoine dédié à la promotion du patrimoine des territoires. Nous accompagnons les acteurs du patrimoine et de la culture dans la valorisation de leur histoire locale grâce aux nouveaux outils digitaux et à des discours impactants auprès du grand public. Si le format podcast vous plaît et que vous souhaitez collaborer sur un sujet particulier, on en discute pour l'inclure dans votre stratégie de développement. Retrouvez toutes nos informations de contact en description. À très bientôt.